on démarre et qu'on lance l'enregistrement, notamment parce qu'il y a déjà pas mal de monde qui est connecté. Donc, on va démarrer ce live. On est très content avec Hélène de vous accueillir ce soir. On a la très grande chance d'avoir avec nous deux experts et notamment Maître Millet que vous ne connaissez pas, mais qui nous fait le plaisir de collaborer avec nous sur un grand nombre de sujets. C'est un des experts de la santé au travail et vous avez été nombreux à nous poser des questions sur ces sujets-là. Donc, il a accepté de se joindre à nous ce soir. Et puis, on a Sylvie Znati, qui est toute discrète, mais qui est là aussi, et qui, donc, avec Maître Millet et moi, répondra à vos questions. Alors, peut-être avant de démarrer, je vais laisser Hélène vous donner quelques précisions sur la manière dont ça va se dérouler, comment vous pouvez poser vos questions, comment on va interagir. Et puis après, donc, on va démarrer une première partie assez courte avec Maître Millet, qui va durer peut-être une vingtaine de minutes, ce qui vous permettra de préparer vos questions. Et puis ensuite, on aura donc un temps d'échange avec vous. On essaiera de répondre au maximum de questions. Voilà, donc peut-être Hélène, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais peut-être quelques précisions techniques si ça s'impose. Alors, dans les précisions techniques, bonsoir Sylvie. Dans les précisions techniques, n'hésitez pas à poser vos questions dans le forum. On les reprendra à peu près au milieu de séance. Et puis, donc, coupez vos micros pour qu'on puisse bien tout entendre. Voilà, je vous laisse la parole du coup. Très bien. Peut-être juste Hélène, quand même quelques statistiques complémentaires sur là où en sont nos auditeurs, peut-être pour qu'on comprenne aussi pourquoi est-ce qu'on a fait le choix pour ce premier live, sachant qu'il y en aura deux autres, hein, et peut-être tu peux aussi nous donner donc les dates des deux autres lives et peut-être quelques informations sur l'avancement global de nos auditeurs, et puis derrière on démarre. Alors actuellement, vous êtes un peu plus de 4800 inscrits au MOOC. Vous êtes à peu près 500, un peu plus de 500 à avoir fini la première semaine et à peu près 300 à avoir passé la deuxième semaine. On a encore un petit peu de temps. Le prochain live se tiendra le 25 mai, donc dans 15 jours à peu près, si je me trompe pas. C'est ça. Et le troisième live aura lieu un peu plus tard, le 20 juin. Ce sera toujours sur un horaire à partir de 19h. Très bien, merci Hélène. Bah, écoutez, je vous propose donc qu'on démarre. Peut-être un tout petit mot d'introduction avant d'avoir un échange avec Maître Millet. Donc, pour vous dire, c'est la troisième saison donc, de ce MOOC, et on lui a fait prendre un virage un peu nouveau, puisque on s'est historiquement plutôt intéressé à la question des risques psychosociaux, donc finalement à la question de l'exposition des salariés donc à ces risques. On a beaucoup parlé de prévention, etc. Et on s'est dit qu'en fait, dans le contexte nouveau qui était le nôtre, hein, celui à la fois d'une problématique de santé mentale maintenant bien connue, hein, qui touche à la fois les jeunes, les jeunes non actifs, les jeunes actifs, hein, qui touchent aussi un peu plus les managers. On s'est dit qu'il était intéressant finalement d'intégrer dans ce MOOC, en tous les cas, d'engager une réflexion plus globale sur la question finalement de la préservation de la santé mentale. Alors quand on parle de santé mentale, mais Maître Millet reviendra dessus, on parle aussi pas très loin quand même de santé physique, hein, parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance entre santé mentale et santé physique. Donc on a fait le choix en fait d'introduire cette question de la santé mentale qui nous amène finalement à ouvrir un peu le champ et à pas uniquement se focaliser sur finalement les risques d'origine professionnelle, puisque derrière les enjeux de santé mentale, on voit qu'il y a à la fois
évidemment le contexte professionnel qui joue, mais il y a aussi le contexte personnel, les difficultés que rencontrent les collaborateurs. Et puis, on vit dans un contexte eh bien particulièrement anxiogène depuis plusieurs années. Et tout ça se traduit par eh bien, de plus en plus de personnes, et d'actifs en particulier, hein, qui se déclarent en mauvaise santé mentale, hein, et ça atteint presque un tiers de la population active, donc c'est extrêmement important. Ça se traduit par des arrêts maladie, et c'est là finalement où, en tout cas, c'est l'un des points de convergence avec l'entreprise, puisque en cas d'arrêt maladie, quelle que soit l'origine, hein, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, eh bien l'entreprise est impactée par cet arrêt maladie. Et donc, on a choisi d'ouvrir finalement donc le champ de ce MOOC à cette thématique un peu plus large de la santé mentale. Alors évidemment, ça m'amène à poser une première question peut-être à Maître Millet, que je vais d'abord laisser se présenter, mais finalement, santé, risques psychosociaux, eh bien, comment tout ça finalement, comment ça vit dans notre droit, comment finalement ça s'exprime. Est-ce que les responsabilités finalement de l'entreprise sont claires sur ces deux thématiques? Voilà, donc peut-être la première question pour lancer la présentation. Et puis peut-être commencer par vous présenter, parce que nos auditeurs ne vous connaissent pas, Sébastien. Merci Anne-Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, ravi d'être parmi vous. Donc, je suis Sébastien Millet, je suis avocat au cabinet Lips Avocat à Bordeaux, et voilà, on accompagne les entreprises sur les sujets de droit social, et on a des, euh, des domaines qui sont un peu transverses, notamment sur tout ce qui touche santé, sécurité, conditions de travail et aujourd'hui environnement. J'y reviendrai un petit peu plus d'ailleurs sur peut-être après. Voilà, donc avec une vision un peu panoramique effectivement de ce qui se passe en entreprise, avec toutes les diversités d'organisations, d'activités, de secteurs qu'on peut avoir, de collectifs, d'individualités, voilà, donc avec des situations où on est très en amont dans la réflexion sur effectivement la prévention, d'autres cas où effectivement on va venir un peu en pompier pour faire face à des situations dégradées. Et donc, voilà, avec une dimension toujours, on va dire, conseil et puis approche contentieux, parce qu'effectivement, c'est un sujet qui aujourd'hui irrigue beaucoup le contentieux du travail, que ce soit sur le contentieux individuel du travail ou des relations collectives de travail, sans parler après du risque en matière pénale, y compris pour l'entreprise, et puis des risques de responsabilité civile en fait pour l'employeur en cas de manquement à l'obligation de sécurité, et de protection de la santé, puisque aujourd'hui la jurisprudence a évolué dans ces éléments de définition. On parle plus d'obligation de sécurité de résultat, on parle d'obligation de sécurité et de protection de la santé. Alors voilà, pour répondre très rapidement, parce que le sujet est infiniment vaste, mais pour répondre très rapidement à votre question, la, la, d'un point de vue juridique, c'est vrai que la loi, le Code du travail n'appréhende pas la notion de risques psychosociaux, hein. C'est finalement une notion tirée du jargon pratique. Par contre, elle nous dit bien que dans le champ de l'obligation de sécurité de l'employeur, on a la double dimension, c'est-à-dire protéger la sécurité des travailleurs qui sont employés, pas que les salariés d'ailleurs, et préserver leur santé mentale. Donc, on a vraiment cette ambivalence sécurité physique et santé physique, mais aussi mentale. Et ce qu'on voit très nettement, c'est que depuis quand même de nombreuses années maintenant, le sujet en termes de responsabilité et de contentieux, le sujet de la santé mentale occupe vraiment le devant de la scène, bien plus même que le sujet des risques en matière physique en fait. Et donc, même si souvent, c'est ça qui est complexe, mais en même temps intéressant, c'est que les problématiques de santé mentale au travail, hein, voilà, qui peuvent recouper les risques psychosociaux, vont déboucher sur des impacts en termes de santé physique, hein, avec
voilà, des troubles cardiovasculaires, des problématiques de sommeil, etc. Donc, l'un peut alimenter l'autre et in fine, créer des risques physiques aussi en entreprise. Donc, l'employeur doit effectivement, face à ça, avoir une approche méthodologique et effectivement s'attaquer de front à ce sujet, et qui effectivement n'est pas évident parce qu'il est pour eux et qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses enfin, on voit bien que la porosité euh, entre la vie professionnelle et la vie personnelle est de plus en plus forte. Et donc, c'est difficile. On doit considérer qu'on a une santé, mais pour l'entreprise, c'est toujours une démarche difficile d'aller appréhender au-delà de ce que peut maîtriser véritablement l'employeur. Mais néanmoins, on doit être quand même conscient et attentif aux situations de vulnérabilité auxquelles peuvent être confrontés certains salariés pour justement les traiter du mieux et toujours être dans cette approche de prévention primaire. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui viennent se stratifier. Alors du droit dur, on va dire, avec des obligations véritablement juridiques fortes, et puis aussi de la soft law, on va dire, avec des recommandations, des bonnes pratiques, beaucoup d'études, de guides qui sont publiés, mais qui permettent voilà, de s'approprier les bonnes pratiques et puis de les mettre en œuvre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et je reviens sur ce que j'évoquais sur la thématique environnementale, notamment, je rejoins sur l'effet que l'anxiété et l'éco-anxiété, c'est quelque chose qu'on voit, moi je m'y intéresse beaucoup, mais c'est quelque chose qu'on voit beaucoup émerger et qui commence à avoir des répercussions. Euh, et que les partenaires sociaux, d'ailleurs, quelque part, invitent aussi les entreprises à appréhender dans le cadre du dialogue social, en fait. Donc, c'est un sujet qui va irriguer tous les champs finalement de l'entreprise. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, Maître Millet. Moi, ce que j'avais retenu aussi en échangeant avec vous, c'est que on voit bien que cette question de risques psychosociaux et de santé mentale, elle introduit aussi l'idée que deux mêmes personnes peuvent être exposées aux mêmes facteurs de risque, mais que finalement les atteintes en matière de santé vont être complètement différentes. Donc, on voit bien finalement que la santé, ça induit finalement une forme d'impact. Donc, on voit bien qu'on a un état qui est finalement qu'on arrive à plus ou moins d'ailleurs bien mesurer, parce qu'aujourd'hui en matière de santé mentale, c'est souvent beaucoup plus compliqué d'évaluer finalement l'état de non-santé mentale ou de santé mentale des personnes. Mais l'évaluation des risques, elle aussi, notamment des risques psychosociaux, parce que c'est de ça dont on parle, est elle aussi plus compliquée, parce que c'est souvent des risques plus invisibles qu'on n'arrive pas à voir. Donc là, on est finalement sur un sujet qui est plus compliqué, parce que à la fois l'évaluation de l'état de santé en tant que tel et l'exposition à des facteurs de risque est parfois, souvent, plus compliqué que dans d'autres domaines. Donc ça, c'était la première considération. Et après, moi, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'elle vient tout naturellement finalement derrière celle-là. On voit bien qu'on est en train, quand on parle de santé mentale, on voit que l'entreprise est concernée par ce que vous évoquiez, d'ailleurs y compris la question de l'éco-anxiété. Et donc, assez naturellement, on se pose la question de jusqu'où l'entreprise peut aller, doit aller, d'autant que dans toutes ces réflexions, on voit bien qu'il y a des nouvelles notions qui apparaissent. Il y a aussi quelque part la RSE qui n'est pas très loin et qui pousse finalement les entreprises à dépasser le seul cadre légal. Donc finalement, comment est-ce qu'on peut répondre à cette question de frontières ou de limites, ou comment est-ce que l'entreprise finalement peut décider, alors seule ou souvent d'ailleurs dans le cadre du dialogue social, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Et finalement, vous qui voyez beaucoup d'entreprises, comment ça se discute finalement ces sujets, et comment les entreprises passent ou ne passent pas d'ailleurs
d'une dimension purement obligatoire liée à la prise en compte des risques liés au travail vers quelque chose d'un peu plus volontariste. C'est un vaste sujet, mais ce qu'on peut dire, c'est vrai que si une entreprise ne fait rien et n'intègre pas effectivement cette notion de prévention dans sa politique sociale, à court ou moyen terme, elle va subir la situation, être confrontée à des impacts divers qu'on peut par contre mesurer très concrètement en termes de désorganisation, de perte d'engagement, de perte de productivité, de coûts directs et indirects liés à de l'absentéisme, du turnover. Et donc, voilà, il faut faire face à une contrainte juridique parce qu'on a effectivement des obligations qui sont très fortes. Et puis en même temps, aujourd'hui, il y a des contraintes aussi d'attractivité de l'entreprise. Et c'est vrai qu'offrir, voilà, on parle beaucoup de marque employeur, mais le fait de pouvoir offrir un cadre de travail propice à l'épanouissement personnel et qui va finalement offrir, je pense que c'est ça qui est très important, des facteurs de protection euh, versus les facteurs de risque va être, c'est vraiment ça qui peut aujourd'hui être un vrai levier pour les directions et le management. Voilà, une fois qu'on a dit ça, après, il y a plus qu'à. Euh, ce qui est sûr, c'est que on a des facteurs de risque qu'on connaît. C'est pour ça que quand on parle de risques psychosociaux, le travers, c'est un petit peu trop de focaliser finalement des fois sur les conséquences en termes d'atteinte à la santé. Euh, à la base, on a des facteurs de risque qui sont bien documentés, bien identifiés, euh, liés à l'organisation, aux relations de travail, à la charge de travail, aux valeurs, etc. Donc, ça, c'est des choses à partir desquelles on peut travailler, justement pour agir en prévention primaire et avec toujours la boussole que nous donne le Code du travail sur les principes généraux de prévention, qui sont effectivement de s'attaquer aux risques à la source, d'évaluer les risques, de mettre l'homme au centre finalement des réflexions et d'avoir une approche intégrée qui va justement planifier la prévention en intégrant les dimensions relationnelles, notamment l'environnement de travail, etc. Donc ça, cette première approche, elle va permettre de vraiment travailler sur la prévention primaire et puis effectivement dans le suivi, on peut être amené à devoir faire aussi, et donc pas se désintéresser de cette partie, la prévention dite secondaire ou voire tertiaire, même si j'aime pas trop ces termes, mais qui va permettre de pouvoir réagir utilement quand on a des situations de détresse qui émergent, puisqu'effectivement, comme vous disiez, toutes les personnes ne vont pas être, elles peuvent être exposées de la même manière, mais ne vont pas avoir les mêmes impacts où ils seront différés dans des conditions différentes, hein. C'est un petit peu comme en matière de pénibilité. Voilà, il n'y a pas d'égalité alors, je dirais des expositions. Et donc ça, effectivement, on a cette approche un peu graduée, mais bon, d'un point de vue juridique, en tout cas, la logique, c'est quand même avant tout de privilégier l'approche de prévention primaire. Euh, et après de pouvoir offrir un accompagnement effectivement quand on constate que les situations se dégradent. Donc là-dessus, on a des leviers, c'est bien sûr l'évaluation des risques, la formation, se doter d'outils de détection voilà, des signaux faibles de vulnérabilité, travailler aussi avec sa médecine du travail, avec ses partenaires sociaux pour diffuser l'information, les bonnes pratiques. Voilà, avoir des outils de vigie et puis de surveillance. C'est effectivement ces facteurs de risque qui peuvent miner le quotidien et puis soit provoquer effectivement des atteintes à la santé, sans forcément parler d'ailleurs de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel, hein, ou de violence au travail, mais aussi qui peuvent être finalement aggravantes de situations personnelles qui sont déjà un peu en place en fait. Voilà, on a par exemple le problème sur les inaptitudes professionnelles, effectivement, à savoir qu'est-ce qui a contribué ou pas à une inaptitude. C'est vrai que souvent la frontière est assez poreuse. Et encore une fois, ce qui n'est pas forcément facile, c'est qu'aujourd'hui, on l'a surtout vu depuis le Covid, une accélération avec aussi des organisations de travail. On parle du travail hybride beaucoup plus flou,
où les lignes managériales sont un peu gommées, le collectif disparaît un petit peu, avec des risques d'isolement. Et donc tout ça, ça peut venir alimenter aussi les risques en santé mentale. Et donc, c'est des points de vigilance hein, derrière le fait de se dire que bah, voilà, pour l'entreprise, finalement, tout le monde s'est adapté au télétravail, ça fonctionne bien. Bon, là, ça mérite quand même une vigilance importante. Et d'ailleurs, en matière le vrai sujet aujourd'hui, c'est surtout un sujet organisationnel, en fait. Il y a on va dire les mauvaises pratiques managériales, voilà, ça se gère, ça se régule. Mais il y a quand même aujourd'hui une attention marquée sur les sujets de réorganisation d'entreprise, où là, effectivement, ça va être des facteurs organisationnels beaucoup plus profonds. Et voilà, avoir aussi du recul et de l'anticipation sur des effets différés que peuvent entraîner tel choix ou arbitrage organisationnel, c'est extrêmement important. Et la jurisprudence est vraiment vigilante sur ce point. Et on a eu encore des décisions très importantes là il y a quelques semaines en arrière du Conseil d'État, mais c'est aussi le cas au niveau de la Cour de cassation sur le contentieux judiciaire, où la question de l'anticipation et de la réflexion sur les facteurs de risque et comment est-ce qu'on peut les prévenir le plus en amont possible dans la conception d'un projet d'organisation ou de réorganisation. Voilà, ça va être un élément pour juger de la régularité d'un projet, d'une procédure, etc. Maître Millet, tout à l'heure, vous avez cité la médecine du travail. On voit bien quand même que cette question de la santé mentale, elle pose aussi la problématique de la prise en charge. Il y a évidemment la problématique de la prévention dont on parle. On est quand même dans un contexte de pénurie de professionnels. Les médecins de ville n'ont pas forcément été correctement formés, les médecins du travail pas forcément non plus. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement la problématique aujourd'hui, elle est correctement prise en compte? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que vous avez, avant qu'on ouvre le débat, est-ce que vous avez finalement des idées sur ce qu'il faudrait éventuellement faire, les freins qui finalement nous empêchent aussi d'avancer, parce que ça fait quand même des années hein, qu'on parle de ces sujets, ça a peu progressé, ça s'est même plutôt dégradé. Voilà, donc est-ce que vous avez des pistes, voilà, des pistes de propositions? Comme ça, un petit peu à la volée, je dirais que sur la question des services de médecine du travail, alors qui ont subi une réforme importante hein, avec la loi santé-travail de 2021, je pense qu'il y a un sujet qui est intéressant de ce point de vue-là. On verra ce que ça donne à l'usage, puisque là, tous les services sont en recomposition, en restructuration, justement. Mais c'est le fait que dans le cadre de l'offre socle, on a une cellule de prévention de la désinsertion professionnelle qui peut contribuer justement puisque son objectif, c'est de pouvoir détecter de manière la plus précoce possible des situations de décrochage. Et c'est vrai que voilà, ça peut être lié à des affections chroniques, médicales, mais ça peut être lié aussi à des problématiques de santé mentale, justement pour assurer un maintien en emploi le plus longtemps possible et éviter des situations d'inaptitude qui vont du coup déboucher après soit sur de la prise en charge par voilà, l'assurance maladie, soit par le Pôle emploi. Alors, demain, France Travail sur effectivement le chômage. Donc voilà, c'est un fléchage vers finalement la prise en charge par la collectivité qu'on souhaite aussi éviter parce que ça a un coût très important. Après, il y a un autre aspect. Donc, on verra ce que ça donne. C'est vrai que ça met pas à la charge de l'entreprise véritablement des obligations nouvelles en tant que telles, mais ça donne des outils nouveaux pour pouvoir aussi avoir peut-être des meilleures possibilités de suivi qui seront plus pluridisciplinaires, c'est-à-dire pas uniquement cloisonnées au sein de la médecine du travail, mais avec la possibilité de pouvoir travailler en partenariat avec justement la médecine de ville et d'autres structures qui participent de cette prise en charge globale. Après, il y a un autre aspect sur les sujets de santé mentale qui me semble aussi important, c'est la question, parce que vous parlez de prise en charge, la question de la prise en charge au niveau des maladies professionnelles,
ou dites à caractère professionnel, puisque les affections psychiques aujourd'hui, voilà, on a un sujet de discussion et c'est vrai que les, on sent bien que les vannes, entre guillemets, ont été un peu ouvertes sur la possibilité pour les assurés sociaux, d'avoir un peu plus de facilité pour faire reconnaître le caractère professionnel d'une affection psychique et donc sa prise en charge au titre du régime spécial des accidents de travail et maladies professionnelles. Voilà, ça reste pour des affections qui sont hors tableau, de maladies professionnelles, des fois c'est un peu décrit comme un parcours du combattant, donc il y a un courant qui milite pour effectivement faciliter ces reconnaissances-là. Et récemment d'ailleurs, Santé publique France a, je crois, fait un rapport justement sur justement l'incidence des maladies à caractère professionnel qui justement sont hors cadre des maladies professionnelles, pour appréhender et mesurer un petit peu ce qu'elles peuvent peser en termes de prise en charge en lien avec ces affections psychiques en fait. Donc là, il y a aussi des réflexions de fond sur comment est-ce que le système de protection sociale, voilà, va aussi accompagner les personnes. Mais encore une fois, là, on n'est plus on est dans l'accompagnement tertiaire, on va dire, hein, donc c'est important, mais ça veut dire que le mal est fait et qu'on n'a pas été en capacité de pouvoir endiguer les choses en amont. Bon, bah, écoutez, je crois qu'on va. Merci, merci Maître Millet. Je crois qu'Hélène a des questions à nous proposer, donc peut-être on va les prendre, dans l'ordre. Et puis n'hésitez pas à lever la main. J'ai vu tout à l'heure, il y a une main qui s'est levée, mais qui s'est rabaissée aussitôt. Et vous pouvez évidemment aussi utiliser la main levée pour interpeller soit Maître Millet, soit Sylvie Znati, soit moi sur les différents sujets. Alors, on a un forum très actif aujourd'hui, c'est parfait. On a une question qui vous est adressée un peu collectivement par Sandrine, justement, qui nous dit que si on a 2 salariés exposés au même risque, ils peuvent à peu près agir différemment à une situation identique. Pardon. L'employeur a-t-il une obligation d'intégration et de prise en compte de tous ses salariés, y compris en tenant compte des handicaps, fragilités? Donc, à savoir en tenant compte des différences de santé mentale de chacun. Et en complément, plus pour vous, Maître Millet, est-ce que juridiquement, qui doit s'adapter au travail, le salarié ou l'employeur? Je dirais pas que la personne doit s'adapter au travail, mais je vous laisse la Je vous parole. laisse répondre parce qu'en fait, les deux questions sont pour vous. Quelle est finalement l'obligation d'individualisation quelque part de la prévention, du repérage et de la prise en charge. Et puis effectivement, qui doit s'adapter, qui est une question presque facile celle-là. Sur le premier volet, effectivement, sur l'individualisation, c'est à plusieurs niveaux. C'est-à-dire que dans la méthodologie, notamment tout ce qui va concerner l'approche d'évaluation des risques professionnels, on est plutôt par unité de travail avec une approche collective, en fait, hein, qui va pas effectivement tenir compte on va regarder des tâches, des métiers, des situations de travail. On va pas forcément regarder des cas individuels. Euh, En revanche, dans la mise en œuvre de la politique de prévention, forcément, il faut faire preuve de discernement. Et le principe, c'est qu'à partir du moment si on reprend à l'envers les règles de jurisprudence, par exemple en matière de faute inexcusable de l'employeur, à partir du moment où on dit que vous auriez dû avoir connaissance d'un danger auquel était exposé le salarié, vous auriez dû prendre des mesures adaptées. Et donc, c'est vrai que l'augmentation de la problématique de santé mentale au travail fait que, inévitablement, si on a connaissance qu'un salarié a des fragilités particulières,
forcément, il faut adapter en conséquence le travail qu'on peut être amené à lui fournir en termes d'objectifs, de charge de travail. Alors typiquement, si déjà il y a par exemple un handicap, des réserves médicales du médecin du travail, il y a forcément une dose d'individualisation à faire pour que la prévention soit la plus utile. Et si c'est pas le cas, à la sortie, le juge fera son interprétation au cas de contentieux et va effectivement pouvoir dire que pour monsieur ou madame, on n'a pas mis en œuvre les mesures suffisantes compte tenu de sa situation. Donc c'est à double niveau. Il y a une dimension collective et puis après on a une dimension individuelle qu'on doit forcément prendre en considération en fait. Il y a une question là qui fait débat sur la question de l'obligation de résultat versus de moyens de l'employeur. Donc, je crois que c'est un sujet qui a évolué. Donc, vous pourriez peut-être nous dire deux mots, finalement, quelle est l'étendue de l'obligation? Alors, on va dire tout change, mais rien ne change, hein. C'est-à-dire que, en fait, effectivement, pendant longtemps, la jurisprudence aussi bien en matière de responsabilité civile de l'employeur au titre de la faute inexcusable que dans le domaine du droit du travail, elle a parlé d'obligation de sécurité de résultat. Et donc, c'était effectivement quelque chose d'extrêmement puissant, mais qui a fini quelque part, enfin, elle a été un peu victime de son succès, c'est-à-dire que à force finalement d'envoyer le message que quoi qu'on fasse, de toute façon, on sera condamné. C'est vrai que ça a un effet un peu démobilisant pour pas mal d'entreprises, et c'était justement tout l'inverse qu'on cherchait à faire. Donc, pour sortir de cette dynamique un peu contre-productive, on a eu effectivement voilà, une succession de décisions à partir de 2015 qui ont fait évoluer la sémantique. Aujourd'hui, effectivement, les différentes juridictions ne parlent plus d'obligation de sécurité de résultat, ou alors ça peut arriver au niveau de certains juges du fond, cour d'appel des fois, mais c'est vrai que ça n'est plus en phase avec l'état du droit positif. En fait, donc la jurisprudence, comme je vous le disais, parle aujourd'hui plus d'obligations de sécurité et de protection de la santé. Donc, elle n'a pas basculé non plus sur une obligation de moyens. Donc certains, effectivement, par abus de langage, parlent aujourd'hui d'obligation de moyens, mais c'est pas tout à fait exact. En fait, c'est une obligation de sécurité renforcée, tout simplement, mais qui présuppose en fait qu'on puisse son intérêt, c'est que l'employeur va pouvoir démontrer et être entendu s'il arrive à apporter la preuve, la démonstration, donc c'est-à-dire démarche de documenter tout ce qu'on fait, la démonstration qu'il a bien respecté toutes ses diligences au regard des principes généraux de prévention. Et donc, voilà, et donc c'est quand même exigeant parce qu'on a effectivement 9 principes généraux de prévention, peut-être un 10e demain avec, si on suit les recommandations du Conseil économique, social et environnemental, qui préconise d'en rajouter un 10e. Donc, c'est un peu la boussole qui permet effectivement d'être sur n'importe quel type de situation, de pouvoir gérer les choses du mieux possible. Et donc, c'est ça le message, c'est que voilà, l'employeur sera plus systématiquement condamné parce que un accident du travail survient, ou parce il y a un événement, parce qu'on a une situation de harcèlement moral survient. Il y a un débat, à charge pour lui de pouvoir apporter cette démonstration. Donc ça reste quand même très exigeant, mais c'est vrai qu'on ne parle plus d'obligation de sécurité de résultat. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Maître Millet, vous avez aiguisé notre curiosité avec ce 10e principe général de prévention. Donc, peut-être avant qu'Hélène nous reprenne le fil des questions qui ont été posées, ce serait quoi ce 10e principe? Il faut que je retrouve. Bon, c'est pas grave, on vous laissera regarder, mais ma propre curiosité a été aiguisée. Hélène, tu veux bien reprendre Alors, je reprends le fil. On a une question qui apparaît dans le chat et qu'on a eu aussi sur le forum du MOOC.
qui parle aussi d'avoir des exemples de situations où le salarié peut exercer son droit de retrait. Alors, Et sur effectivement, cette question, elle est assez peu, on a assez peu de cas en pratique sur ce sujet. Ce qui ne veut pas dire que la question ne soit pas dépourvue d'intérêt et puis d'enjeux aussi pour l'entreprise, hein. Euh, la, la, je reviens juste, excusez-moi, je fais le parallèle parce que j'ai retrouvé la référence du 16 là, sur l'ajout d'un 10e principe de prévention. Alors ça, c'est une proposition. C'est d'ajouter, c'est très intéressant en matière de santé mentale, justement, d'ajouter un principe d'écoute et de causerie finalement avec le personnel. C'est-à-dire que le personnel est acteur de la sécurité, hein, et de la santé aussi, de la santé globale en entreprise. Et donc, c'est assez intéressant, même si aujourd'hui, c'est vrai que ça découle du reste, mais c'est vrai que ça aurait du sens de l'inscrire comme ça. On revient sur la question Droit de effectivement du retrait. droit de retrait. Euh, sur des situations effectivement très dégradées, on pourrait imaginer qu'un salarié puisse faire jouer son droit de retrait, étant rappelé que la définition, c'est j'ai un motif raisonnable de penser que je suis exposé à un danger grave et imminent pour ma sécurité ou ma santé. Donc, c'est vrai que sur des situations type harcèlement moral, violence au travail, alors c'est surtout le cas des violences, sont souvent externes, hein, on a ce sujet, euh, où on touche presque à la sûreté finalement. Euh, mais ça peut trouver à s'appliquer sur des violences internes, voilà, hiérarchiques, ou sur des situations effectivement de détresse psychologique ou de stress extrême qui pourraient effectivement générer vraiment un risque de danger grave et imminent. Donc voilà, on est quand même sur cette dimension-là, sachant que voilà, cette appréciation raisonnable que doit faire le salarié, hein, puisque c'est pas open bar, si vous voulez, hein, le droit de retrait, c'est vraiment dans des cas extrêmes. La jurisprudence y veille, même si elle est quand même plutôt bienveillante vis-à-vis du salarié voilà, qui a pu légitimement estimer face à une situation que ça nécessitait qu'il se retire de sa situation de travail, ce qui veut dire aussi pour l'employeur que on ne peut pas le réaffecter à son poste tant qu'on n'a pas réglé le problème. Donc bon, on le voit assez peu, parce que souvent il y a d'autres canaux qui sont utilisés finalement, hein. Ça peut être des alertes internes, et aujourd'hui, il y a quand même toute une, enfin, les entreprises ont avec le temps, si on prend la NI sur les violences au travail, il a 13 ans d'existence déjà, par exemple. Donc, je veux dire, les pratiques d'entreprise ont quand même mis du temps à évoluer, mais aujourd'hui, c'est bien ancré que voilà, dès qu'une situation de conflit, de harcèlement survient, on intervient à chaud, on réagit en fait. Donc, ça permet aussi on a pu peut-être ne pas être suffisamment dans la prévention, mais au moins on va pouvoir tout de suite intervenir et c'est quelque chose qui est important, cette réactivité en fait face aux situations dégradées. C'est pour ça on a assez peu dans ce domaine-là du droit de retrait. C'est vrai que le droit de retrait est plutôt utilisé pour des situations de risque machine, d'équipement, assez peu enfin en tout cas de ce que j'en vois, assez peu en santé mentale, mais juridiquement ça pourrait donner lieu à des sujets de protection notamment assez intéressants. alors, Hélène? dans, un peu dans la même lignée, on a plusieurs questions qui parlent de démontrer le lien entre les risques psychosociaux et les accidents du travail, et complétées par savoir si les tribunaux sont aujourd'hui plus à l'écoute du fait qu'un accident peut arriver suite à des risques comme les RPS. Mm. Alors, ça peut être à plusieurs niveaux, hein, euh, déjà, c'est sur la définition et la reconnaissance d'accident du travail, par exemple.
On a le cas typique d'un entretien disciplinaire ou professionnel qui se passe mal avec le manager et au sortir de là, le salarié déclare un accident du travail. Et la question, c'est est-ce qu'effectivement les conditions dans lesquelles s'est passé l'entretien, avec là les bonnes et les mauvaises pratiques, ont pu être à l'origine d'une lésion soudaine et subie. Et effectivement, dans bien des cas, on a des reconnaissances d'accident du travail. Après, il est certain que voilà, les, quand on a un accident du travail qui survient, la démarche normale, ou en tout cas recommandée, c'est de faire une analyse progresser, hein, puisque derrière l'obligation de sécurité, il y a la logique de tendre à l'amélioration des situations et à l'amélioration des conditions de travail. On reviendra peut-être après sur la notion de qualité de vie et des conditions de travail, d'ailleurs, parce que c'est un sujet quand même assez connexe. Mais du coup, si on fait un arbre des causes, comme on dit, on va identifier quelles sont les causes qui ont pu contribuer, en tout cas, à la survenance de l'accident. Et donc, on va pouvoir identifier effectivement qu'il y a pu avoir une situation génératrice de stress qui n'a pas suffisamment été prise en compte ou de fatigue. Hein, souvent c'est ça, fatigue, stress, injonctions contradictoires qui finalement pèsent sur la charge mentale et peuvent être génératrices d'un accident. Et donc ça typiquement, ça peut venir alimenter des sujets sur la responsabilité de l'entreprise. Voilà, au-delà du simple fait qu'on puisse dire que c'était un accident du travail. On a aussi beaucoup de cas, alors là c'est plus sur le volet contentieux prud'homal, sur effectivement des inaptitudes qui sont déclarées par un médecin du travail et dont le salarié cherche à faire établir qu'elles ont été causées par finalement un harcèlement ou des risques psychosociaux qui seraient à l'origine finalement d'une inaptitude physique ou psychique, hein, puisque effectivement ça joue sur les deux volets, hein. L'inaptitude, elle peut être de nature psychique. Merci. Si on reste sur le thème de la prévention et notamment de l'obligation du salarié, concrètement, quelle forme cela peut prendre et est-ce que voilà, vous auriez quelques exemples concrets? Hélène, tu Sur peux l'obligation. du salarié, l'obligation du Oui, salarié? l'obligation du salarié. C'est une question qu'on a eue sur le forum du MOOC. Voilà, quelle forme doivent prendre je sais pas si on a une. Quelle est l'obligation du salarié, c'est ça? Oui. Quels sont en C'est un gros point important. Enfin, si j'ai bien compris la question, c'est un sujet qui est important effectivement parce que on peut pas demander à l'employeur d'avoir une obligation, donc j'en parle plus d'obligation de résultat, une obligation très poussée et permanente, sans attendre aussi que le salarié qui finalement est au plus près dans sa situation de travail des sources de danger ou de risque, va n'a pas, si on n'exige pas de lui qu'il ait à minimum un devoir de vigilance. Et donc, le Code du travail prévoit bien ces deux registres, hein, donc qui se regardent en miroir, même s'ils ne sont pas au même niveau. C'est-à-dire que l'obligation, nous dit la loi, de vigilance du salarié, déjà, elle est à relativiser parce qu'elle va être fonction de ses compétences, de sa formation, de ce qui est prévu par le règlement intérieur, des instructions qui lui sont données. Et en fonction enfin, quand bien même le salarié a cette obligation, ça ne décharge pas l'employeur de son obligation de protection de la santé, en fait. Donc, ça vient simplement la compléter et l'enrichir parce qu'effectivement, c'est un rouage indispensable. Donc, c'est ce qui justifie d'ailleurs que l'employeur puisse sanctionner sur le plan disciplinaire un salarié qui ne respecterait pas les consignes de sécurité, par exemple. C'est au nom de cette obligation qui est à l'article 41-22-1 du Code du travail. Donc là-dessus, il y a une certaine cohérence de la jurisprudence qui valide généralement les sanctions en matière de manquement à la sécurité.
sur ce fondement-là. Hélène, il y a une question tout à l'heure qui me semblait, enfin une question, une remarque qui me semblait assez intéressante sur la question de l'obligation de formation, ou en tout cas de la, alors je ne sais pas si obligation, mais finalement de la formation des référents prévention sur ces thématiques-là. Sur ces thèmes. Je crois qu'il y avait une question qui m'avait semblé intéressante là-dessus, ou quelqu'un qui disait qu'elle avait été, qu'il ou elle Et de avait manque, été oui, de manque justement de formation. formation sur ce thème de la santé mentale et risques psychosociaux. Et c'est vrai que les référents, enfin l'obligation d'avoir des référents prévention dans les entreprises est globalement complexe. Il y a des enjeux de formation importants auxquels d'ailleurs avec le CNAM, là, dans le cadre de notre cher partenarial, on s'attaque avec un programme de formation qui sortira en début d'année prochaine et qui vise justement les référents prévention dans les entreprises. Mais c'est quand même un vrai sujet. Et donc, autour de la formation, cette fois-ci, du personnel interne, sur ces thématiques-là, est-ce qu'il y a des obligations? Est-ce que finalement, l'obligation d'avoir des référents prévention aussi, elle vous semble correctement respectée? Je pense que c'est un sujet très important qui est insuffisamment, enfin dans les entreprises se sont insuffisamment appropriés en fait. L'idée c'est effectivement d'imposer dans les entreprises de pouvoir que le chef d'entreprise puisse s'appuyer sur les ressources de référents internes qui soient compétents et effectivement formés pour pouvoir l'aider. Donc, c'est des conseils internes, hein, c'est des supports. Ils vont pas se substituer à l'employeur en termes de responsabilité, mais par contre, l'idée, c'est qu'ils puissent l'aider sur tous les travaux préparatoires parce qu'effectivement, il y a des chantiers très, très vastes et complexes. Et ça prend du temps, donc il faut effectivement des personnes compétentes. Et si c'est pas le cas, on peut aller les chercher à l'extérieur en faisant appel à des intervenants en prévention des risques professionnels, des IPRP. Et c'est vrai que c'est pas, cette organisation-là n'est pas présente dans toutes les entreprises, hein, au même titre que beaucoup d'entreprises encore n'ont pas forcément de document unique d'évaluation des risques, quand bien même c'est une obligation ancienne. Donc voilà, là il y a un vrai levier d'amélioration dans les entreprises. C'est vrai que dans les différents plans santé-travail qu'on voit sortir tous les 4 ans, c'est pas véritablement un sujet c'est assez curieux. Ils se sont pas vraiment emparés de ce sujet, au moins à titre de pédagogie pour rappeler l'intérêt que ça peut avoir. Voilà. Après, sur le sujet de santé mentale, c'est important qu'on ait des référents en interne qui soient à la fois vigie, accompagnateurs, et qui puissent effectivement conseiller, etc. Je pense qu'aussi le point capital, il est sur la sensibilisation, formation des dirigeants et aussi des managers, puisque bien souvent les problématiques santé mentale, elles sont liées à des problématiques finalement de management, hein, alors sous toutes ses formes, hein, pas forcément déviant, mais ça peut être aussi des problématiques de communication, de gestion de la charge de travail, de suivi, qui sont à la fois un peu organisationnels et puis un peu de méthode. Où c'est vrai que dans les perceptions qui peuvent jouer sur la santé mentale, les perceptions individuelles de telle ou telle situation, ce qui explique que les répercussions soient différentes d'une personne à l'autre, parce qu'on n'a pas les mêmes perceptions des choses. Et donc, il est important que les managers soient sensibilisés bien à ça, ce qui est difficile pour eux parce qu'eux-mêmes sont souvent les victimes aujourd'hui voilà, de burn-out, de surcharge de travail, et puis aussi finalement un peu de perte de repères dans leur travail managérial. C'est vrai qu'avec le télétravail aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin, ça demande de réinventer son métier, son approche, puisqu'on peut plus le faire de la même manière. Et donc là aussi, les managers peuvent être à la fois des comment dire, des
des points d'entrée des risques psychosociaux, mais ils en sont aussi des fois les victimes. Donc, il faut pouvoir les outiller de manière à ce qu'ils puissent avoir là aussi des facteurs de prévention sur ces deux registres. Et je rebondis juste après, pour conclure sur ce point, sur les formations. Alors, là, c'est plus dans la sphère publique. Je sais qu'il y a une circulaire de l'année dernière que j'avais trouvée intéressante, qui, à ma connaissance, n'existe pas dans le privé, sur la sensibilisation, la sensibilisation de secouristes en santé mentale. Donc, en gros, c'est pouvoir doter les organisations de personnes compétentes qui vont pouvoir être aptes et en capacité de pouvoir réagir sur des situations de détresse psychologique. Donc, elles vont pas se substituer à la médecine du travail ou à l'employeur dans ses obligations de prévention, mais elles sont là un petit peu en secouriste, effectivement. Donc voilà, on est dans quelque chose de facultatif, mais je trouve que le dispositif est quand même intéressant parce que comme on n'a pas complètement la main sur la prévention primaire, on sait qu'on peut être confronté tôt ou tard à des situations effectivement de difficulté. Ça peuvent être 100% d'ordre professionnel ou que partiellement, mais néanmoins, il va falloir pouvoir y répondre parce que peu importe des fois de savoir si la cause profonde, d'où est-ce qu'elle vient, quand la situation se matérialise dans l'entreprise, il faut bien y faire face en fait, et de manière adaptée. Dans les cas extrêmes, on peut avoir les situations de suicide ou tentative de suicide au travail, et là, c'est vrai qu'on est dans des dimensions qui sont extrêmement brutales, choquantes, et qui vont bouleverser voilà, tout l'équilibre voilà, de l'entreprise. Et donc, avoir des personnes qui sont en capacité de pouvoir gérer ça et accompagner la personne du mieux possible, c'est intéressant comme approche, je trouve. Et- Alors, j'en ai profité pour faire un peu de pub, hein, pour dire que en début d'année, peut-être avant la fin de l'année, mais plus probablement en tout début d'année prochaine, on est en train de travailler à la refonte profonde du MOOC qui s'appelle Estime, et dont justement l'un des enjeux, c'est de donner des clés. Alors Estime, c'était l'acronyme pour éléments de santé au travail pour ingénieurs et managers. Et on a petit à petit enlevé le ingénieur pour que ça se concentre sur le manager. Et donc la prochaine version sera 100% dédiée au rôle du manager en matière de santé, de qualité de vie, de conditions de travail, voilà, et vise aussi à lui donner des clés pour lui-même, parce que comme l'a dit Maître Millet, les managers sont à la fois responsables, en tout cas acteurs pour partie de la santé mentale de leurs collègues ou de leurs collaborateurs, mais ils sont aussi souvent des victimes. Et aujourd'hui, on voit bien que il y a un besoin, d'outillage important, et qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on dit c'est au manager de le régler, mais il faut sortir de cette injonction. Voilà, donc on espère sortir avant la fin de l'année, mais on vous tiendra au courant, on vous mettra un message pour vous annoncer la sortie du MOOC. Voilà. Hélène, il y avait encore d'autres questions? Il nous reste quelques minutes encore. On a beaucoup de questions, notamment sur la QVCT, et donc une question, une question sur est-ce que dans le droit, qu'est-ce qui dans le droit pourrait améliorer la perception des problématiques de santé mentale dans leur acceptabilité sociale? Acceptation des vulnérabilités, des problématiques de santé mentale, au même titre que la santé physique. On peut peut-être faire une deuxième pub avant que vous répondiez. On peut peut-être, Maître Millet, faire une deuxième pub pour le guide des obligations sociales qu'on a fait avec votre aide et qu'on pourrait partager, puisqu'il y a quand même quelques éléments de réponse dans ce guide. Oui, aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises qui travaillent sur
leur RSE. Alors chacun, l'intérêt de ces nouveaux champs, hein, RSE, QVCT, c'est qu'effectivement il y a une place importante à l'expérimentation, et puis du coup chaque entreprise peut voir un peu midi à sa porte et trouver des choses qui sont cohérentes avec son histoire, son organisation, sa culture, hein. La culture d'entreprise est très importante aussi dans ces sujets, hein, de santé mentale, parce qu'elle va alimenter positivement ou négativement les choses. Euh, voilà, aujourd'hui, l'acceptabilité, elle passe aussi par beaucoup de sensibilisation et de pédagogie, euh, et le fait aussi que la direction peut souhaiter qu'il y ait une exemplarité en interne et un soutien vis-à-vis des personnes qui peuvent être un peu fragilisées. Donc ça, effectivement, afficher le soutien, c'est toujours un élément qui permet de dire, voilà, on a le droit dans sa vie à un moment donné d'avoir des, enfin voilà, d'avoir connaître des situations difficiles. Ça ne veut pas dire qu'on soit un mauvais employé. Et ça, le fait de pouvoir être à l'écoute de ces situations et d'aménager les parcours en fonction, c'est quelque chose d'important. Voilà, idéalement, bien sûr. Après, sur la QVCT, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a permis un peu de sortir de l'ornière dans laquelle étaient toutes les entreprises sur les risques psychosociaux, et d'apporter une nouvelle dynamique beaucoup plus positive à leur prise en compte, en fait. En sachant que le fait de travailler sur des facteurs, là aussi, de protection et de qualité de vie au travail, ça n'est pas se substituer aux obligations de sécurité. Par contre, c'est enrichir la politique de prévention des risques. Et de ce point de vue-là, c'est beaucoup mieux en phase, justement, depuis la loi santé-travail de 2021, puisque on a changé l'acronyme, hein. Aujourd'hui, c'est plus la QVT, simplement, où il y avait le côté un petit peu sympathique du baby-foot, voilà, de choses un petit peu événementielles, mais qui finalement étaient cosmétiques et n'apportaient pas véritablement d'amélioration de fond. Aujourd'hui, on parle de QVCT, c'est-à-dire qualité de vie et des conditions de travail. Et ça illustre le fait que derrière ça, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir s'intéresser à comment améliorer les conditions de travail au plus près des situations réelles au quotidien, en fait. Et donc là, on est complètement dans l'esprit, on a raccordé les wagons avec justement le champ de l'obligation de sécurité, où on a l'injonction de tendre à l'amélioration des situations existantes. Donc, au travers de ça, bah forcément, le premier canal, c'est le canal du dialogue social et de la négociation collective, hein, puisque dans les entreprises de 50 salariés et plus, pour faire simple, hein, qui ont des organisations syndicales et des délégués syndicaux, on a une obligation de négociation annuelle obligatoire, donc sur le thème de l'égalité professionnelle et de la QVCT, avec tout un ensemble d'items dont font partie des sujets de prévention des risques. Ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même relié toujours au champ de l'égalité professionnelle homme-femme, parce que c'est un des déterminants aussi de la qualité de vie au travail, et aussi de la préservation de la santé mentale. C'est vrai que si on a des pratiques d'entreprise qui sont très déséquilibrées et qui, voilà, qui n'agissent pas en termes d'égalité professionnelle, tôt ou tard, ça a des impacts en termes de risques psychosociaux et de santé mentale, hein. Donc voilà, il y a une certaine logique. Après, voilà, chaque entreprise s'en empare plus ou moins. Mais voilà, ça ouvre des perspectives assez intéressantes pour ceux qui souhaitent s'y engouffrer. Voilà, après, en ayant toujours à l'esprit la vigilance sur le fait que ça reste des engagements sociaux forts, hein, puisque si on débouche sur un accord collectif, bah, c'est des engagements conventionnels, donc il faut être en capacité de pouvoir les appliquer. Voilà, donc c'est pas des engagements anodins. Là, on passe dans le droit dur, on va dire. Hélène, peut-être je me permets une dernière question parce que je vois l'heure qui tourne. Il y a eu pas mal de questions, Maître Millet, sur le parallèle entre fonction publique et fonction privée, et notamment à la fois sur le champ des obligations en termes d'action, mais aussi finalement en matière de formation et de personnes compétentes. Moi, j'avais en tête, mais peut-être je me trompe, hein, que
finalement, c'était assez symétrique et que finalement les obligations étaient les mêmes, mais par contre, les moyens pouvaient être parfois très différents. Et c'est là où ça blessait, mais vous avez sûrement une autre lecture. C'est vrai que je vous ai essentiellement parlé du monde de l'entreprise privée. Finalement, vous me pardonnerez, c'est vrai que je connais un peu moins la sphère publique, même si effectivement il y a un tronc commun de règles applicables, mais c'est sûr qu'après la, qu'on soit dans la fonction publique d'État, territoriale ou autre, on a effectivement après des, euh, des instances différentes, on va avoir des cultures différentes, des budgets aussi différents, enfin, beaucoup de choses qui vont effectivement peser sur la conduite de la politique et des moyens. Et puis derrière aussi une problématique de fond, je pense souvent si on revient sur le sujet de santé mentale, lié à, à l'évolution des politiques publiques en fait, hein, où c'est vrai que voilà, je rentrerai pas dans une polémique, mais c'est vrai il y a forcément quand on a des enjeux de changement importants, voilà, qui sont qui sont nécessaires quand il faut faire évoluer les structures publiques. Mais néanmoins, voilà, la question de la gestion, de l'accompagnement du changement, elle est tout à fait cruciale et donc elle peut générer des sujets. Je pense que c'est aussi pour ça qu'on a vu ces dernières années un certain nombre de textes justement où la sphère publique a rattrapé celle du privé finalement en termes de justement de volonté d'agir sur la prévention des risques psychosociaux. Vous parlez tout à l'heure du secouriste en santé mentale. C'est vrai que quelque part, sur certains aspects, le public a même dépassé le privé. Et d'ailleurs, la jurisprudence administrative, quand elle est compétente sur ce terrain-là, elle n'hésite pas souvent à être très audacieuse en termes d'innovation juridique sur la portée donnée à ces obligations, en fait. Bon, bah, écoutez, il est 20h. On va arrêter ici ce live. Merci beaucoup à Maître Millet pour ses conseils et cet échange. Merci à vous tous pour vos contributions, vos questions, vos remarques, vos propositions d'échange et de partage. J'ai vu que Christine proposait notamment voilà, de partager des informations sur la prise en charge des RPS et de la santé mentale dans la fonction publique. Voilà, donc merci à tous. Continuez à poser vos questions si vous en avez dans le forum. On essaiera d'y répondre au fil de l'eau et sinon pendant le prochain live. Voilà, et bon courage à vous tous parce qu'on a conscience que c'est pas toujours facile dans vos différents contextes professionnels. Donc voilà, bonne soirée et puis à très bientôt. Merci, bonne soirée.